Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, notre source est un peu différente. Pas un article de fond, pas un gros rapport, non. Juste une page web. Oui, c'est ça. Une page Google Books, en fait. Exactement. Un aperçu d'un livre sur Google Books. Alors, le livre en question, c'est Be Good to Yourself, How to Keep Your Powers Up to the Highest Possible, par un certain Orison Swett Marden. Voilà. Et cette source, elle est, disons, singulière parce qu'elle nous donne finalement assez peu d'infos sur le livre lui-même. Tout à fait. C'est plus une vitrine qu'autre chose. C'est ça. Et c'est justement ça notre point de départ. La page, elle nous offre quoi essentiellement? Des métadonnées, on va y revenir, des liens pour acheter le livre. Mhm. Et puis, surtout, un gros panneau Stop. Très clair, limite de visualisation atteinte. Ah oui, le fameux message. Donc notre but aujourd'hui, c'est de voir ce qu'on peut extraire de cette simple page, de cette vitrine numérique, quoi. Qu'est-ce qu'elle nous apprend vraiment, cette page, comme objet d'information? Et je dirais même, au-delà du livre, cette page, elle est intéressante parce qu'elle reflète un peu nos façons d'accéder au savoir aujourd'hui, non? Ah oui, c'est vrai. Elle montre bien la facilité qu'on a à trouver une référence C'est immédiat, oui. et en même temps la frustration quand on bute sur un mur quand on n'a pas accès directement au contenu. C'est très symptomatique, je trouve. Alors allons-y, plongeons dans cette page. Qu'est-ce qu'elle nous révèle concrètement? Commençons par le plus évident peut-être. Le titre et l'auteur. Oui, Be good to yourself, how to keep your powers up to the highest possible. Point. Bon, un titre qui a l'air de promettre pas mal de choses, non? peut-être un peu trop. C'est un titre très, très marqué développement personnel, on dirait, même s'il doit dater un peu. Oui, Be good to yourself, soyez bon envers vous-même, ça évoque la bienveillance, l'autocompassion, ce genre de choses. mhm, Mais la deuxième partie, How to keep your powers up to the highest possible, là on bascule plus vers la performance, l'optimisation du potentiel. ah oui, c'est vrai. C'est un mélange assez intéressant. Une injonction un peu douce et puis une promesse de puissance presque. Et il y a ces points de suspension à la fin. Highest possible. Quoi au juste? Performance, niveau, bonheur, ça laisse la place à l'interprétation. Oui. Ou alors, Ou c'est juste que le titre complet n'est pas affiché. Ça arrive sur ces interfaces. c'est une bonne question ça. Est-ce que c'est une couleur technique de l'affichage ou est-ce que c'est un choix pour intriguer un peu? Un teaser, quoi. Exactement. Un hameçon. Dans tous les cas, ce titre incomplet, il fonctionne un peu comme ça. Il crée une attente, un petit mystère. On a envie de savoir c'est quoi ce highest possible. Et surtout, comment y arriver? Voilà. Et puis l'auteur, Orison Swett Marden, son nom est là, mais bon, la page ne nous dit rien de plus sur lui. Juste un nom. Une piste, si on veut chercher plus loin. D'accord. Donc on a une promesse, un nom, mais tout ça, ça nous est présenté dans un cadre bien précis. La plateforme Google Books, Oui, qui elle-même fait partie de tout l'écosystème Google. On voit les petites icônes habituelles en haut, là, Search, Images, Maps, Play, YouTube. tout y est. Plus les options pour se connecter, la bibliothèque perso, l'aide et la recherche avancée. C'est pas anodin tout ça, ce contexte. Ah non, absolument pas. L'accès à cette bribe d'infos sur un livre, il passe par un portail qui centralise plein d'autres activités numériques. C'est pas juste une fiche de catalogue neutre, quoi. Non, c'est clair. C'est une entrée dans un univers contrôlé, interconnecté. Ça montre bien comment même la recherche d'un vieux livre, potentiellement, elle est médiatisée par ces énormes plateformes. Elles nous donnent accès, mais elles orientent aussi. C'est ça, elles ne font pas que donner accès, elles façonnent aussi comment on cherche et ce qu'on trouve, ou plutôt ce qu'on nous montre. Et en parlant de ce qu'on nous montre, la page, elle insiste pas mal pour nous faire acheter le livre. Ah oui? Il y a la section Get Print Book, assez visible, avec une mention No e-book available. Ce qui est un peu bizarre parce que plus bas, on va nous proposer un e-book. Mais bon, restons sur le papier pour l'instant. D'accord. On a les liens directs vers les gros vendeurs, Amazon.com, BarnesandNoble.com, Books A Million, IndieBound. Oui, la place de ces géants du commerce est notable. Très notable. Et juste à côté, un peu plus discrètement, on a l'option Find in a Library, trouver en bibliothèque. Heureusement. Oui, c'est important de le souligner, ça rappelle qu'il y a un accès potentiellement gratuit public via les bibliothèques. Il y a aussi un lien All Sellers, tous les vendeurs, qui suggère un marché plus large, peut-être de l'occasion. D'accord. Donc la page, elle agrège différentes logiques d'accès.
le commercial qui domine, mais aussi le public et l'alternatif, mine de rien. Et puis, juste en dessous, arrive la section qui semble contredire la première mention. Ah oui. Get textbooks on Google Play. Et là, on nous dit clairement « Rent and save from the world's largest e-book store ». Louer et économiser. Ah, d'accord. Donc l'e-book existe bien, en fait. Du moins sur Google Play. Voilà. Alors, comment on interprète cette contradiction apparente avec le No e-book available juste au-dessus? C'est une bonne question. C'est ambigu. Plusieurs possibilités, hein. Oui, Soit c'est une simple erreur, un manque de mise à jour de la page, ça arrive tout le temps sur ces énormes bases de données, oui, c'est possible. ou alors c'est une distinction plus subtile. Peut-être que le No e-book available concernait une édition spécifique ou une offre gratuite et que Google Play propose une autre version payante elle. Ça pourrait aussi être une stratégie où Google met en avant son propre service Google Play, même si l'info générale est un peu bancale. Difficile de savoir sans creuser plus. En tout cas, ça montre que... Ça souligne que même ces pages qui ont l'air simples peuvent cacher des petites incohérences, des complexités. C'est ça. Mais l'argumentaire pour Google Play, lui, il est clair. Louer et économiser. Et puis surtout les fonctionnalités pratiques. Lisez, surlignez, prenez des notes. Oui, la flexibilité du numérique. Si, sur le web, tablette et téléphone, on vend la praticité. L'éditeur est aussi mentionné, published by eArtNow, et une note de copyright. Des infos factuelles, mais utiles pour identifier cette version-là. Et ce panorama des options, finalement, il est assez représentatif de ce qu'on trouve aujourd'hui. On a le choix du support papier, numérique, Mhm. le choix du mode d'acquisition, achat neuf, occasion, location, l'emprunt gratuit en théorie via la bibliothèque, et le choix du vendeur, les grandes chaînes, les indépendants, peut-être via IndieBound, la plateforme Google elle-même. C'est un vrai carrefour en fait, hein. Oui, la page agit comme un hub. Ça simplifie la recherche pour l'utilisateur, c'est vrai, mais ça l'oriente aussi vers certaines options, notamment celle de Google. On voit bien la double fonction, informer et diriger. Bon, on explore toutes ces options, on voit où on pourrait aller, mais le contenu lui-même, il reste hors de portée. Et c'est là qu'arrive le coup de théâtre, si on peut dire. Ah, le fameux mur. Tout en bas, un message qui bloque tout. Page restricted, page, you have reached your viewing limit for this book, why? Et voilà, rideau, c'est fini. Terminé. On a vu la carte, on a vu le menu, mais impossible de goûter au plat. C'est exactement ça, c'est le cœur de l'expérience de l'aperçu numérique. Ce message « Vous avez atteint votre limite de visualisation », il est emblématique. Oui, Google Books, comme d'autres services du même genre, Amazon Look Inside et compagnie, ça fonctionne sur un équilibre assez précaire en fait. c'est-à-dire. Il faut montrer assez de choses pour donner envie, pour qu'on puisse se faire une petite idée, mais pas trop, pour protéger les droits d'auteur et puis pour encourager à acheter ou emprunter le livre. D'accord. C'est un équilibre délicat. Très délicat. Et ici, visiblement, la limite pour ce livre, qui peut être de 0 page de contenu réel, parfois c'est juste la couverture et les métadonnées, cette limite est atteinte. Et il y a ce petit lien why, pourquoi, à côté du message. On imagine que si on clique, on a l'explication sur les droits d'auteur, les accords avec les éditeurs. Probablement. Notre source, elle s'arrête avant ce clic, mais le fait même que ce lien existe, ça montre que la plateforme, elle anticipe la frustration. Oui, elle anticipe et elle essaie de la désamorcer un peu, avec une justification. C'est une frustration calculée. Alors, Oui, d'une certaine manière. Du point de vue de l'éditeur, de l'auteur, ces limites sont vitales pour protéger la valeur commerciale de leur travail. logique. Et du point de vue de la plateforme, cet aperçu limité, c'est un super outil marketing. C'est une sorte de freemium appliqué au livre. Un avant-goût gratuit, même si ici l'avant-goût est très très maigre, qui doit transformer l'utilisateur en acheteur. Le principe de la bande-annonce, quoi. C'est tout à fait ça. On montre les trucs alléchants, le titre qui promet, la facilité d'achat, et hop, on coupe au moment crucial. Mais cette coupure nette-là, juste après nous avoir bien montré toutes les options d'achat, ça peut paraître un peu abrupt, non? C'est presque un paywall qui me dit pas son nom. C'est exactement ça. Vous avez vu la pub, maintenant si vous voulez le produit, faut payer. Ou aller le chercher ailleurs, à la bibliothèque par exemple. Et cette expérience découverte facile, accès limité, incitation à l'achat, elle est devenue... Elle est devenue structurelle. C'est une partie intégrante de notre rapport à l'information en ligne. L'abondance apparente des ressources, elle masque souvent ces barrières. Et du coup, apprendre à naviguer là-dedans,
à comprendre pourquoi ces limites existent, droits d'auteur, modèles économiques, et comment les contourner légalement. Les bibliothèques, les archives ouvertes. Voilà, quand c'est possible. Mais ça devient une compétence essentielle, une compétence informationnelle clé. Il s'agit plus seulement de trouver l'info, mais aussi de déjouer les obstacles pour y accéder vraiment. D'accord. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on a vraiment appris juste en regardant cette page Google Books? Sans avoir lu une seule ligne du livre de Marden, hein, essayons de lister les pépites qu'on a pu extraire de cette source si limitée. D'accord. Alors, premièrement, on a quand même identifié formellement un livre, Be Good to Yourself, d'Horizon Sweat Marden, publié par eHeart Now. Et rien que le titre, il nous donne une direction thématique forte. Développement personnel, avec ce mélange de bienveillance et de performance. C'est vrai, ça on l'a. Deuxièmement, on a vu comment ce livre est présenté et rendu accessible ou pas par une grande plateforme numérique. Oui, Papier, numérique, via Google Play, les vendeurs, la bibliothèque, et les stratégies pour mettre en avant certaines options plus que d'autres. mhm. Et on a aussi noté les petites ambiguïtés, les contradictions possibles dans l'information qu'on nous donne. Oui, l'histoire de l'e-book disponible ou pas disponible. C'est ça. Et troisièmement, c'est peut-être le point le plus marquant, cette analyse spécifique, on a vécu directement l'expérience de l'aperçu numérique, avec ses limites. La fameuse limite. Voilà. La promesse d'un accès facile et qui se heurte à des restrictions bien réelles, liées aux droits d'auteur, au modèle économique des plateformes, des éditeurs. Donc, pour quelqu'un qui fait une recherche, cette expérience elle est typique en fait. On trouve vite une référence qui a l'air bien grâce au moteur de recherche. Oui, très vite. On a des infos autour, métadonnées, où le trouver, mais l'accès au contenu lui-même, au cœur du sujet, c'est pas garanti du tout. Il y a souvent une étape de plus à faire. C'est cette tension-là, oui. Cette tension constante qui définit une bonne partie de la recherche d'infos aujourd'hui. Une facilité de découverte incroyable grâce au numérique, C'est vrai. mais qui débouche très souvent sur des murs. Paywall, limite d'aperçu, besoin de s'identifier, complexité des licences. La découverte est devenue globale, instantanée, mais l'accès, lui, reste fragmenté, conditionnel. Et ça nous amène tout naturellement à notre réflexion finale, je crois, cette expérience de la limite de l'info qui est là juste sous nos yeux, mais inaccessible. Ça soulève des questions intéressantes, non? Ah oui. Comme quoi, par exemple? Par exemple, est-ce que la valeur qu'on accorde à une information, comme le contenu de ce livre, elle augmente justement parce qu'on nous la refuse après nous l'avoir montrée? Est-ce que la difficulté, la frustration, ça crée du désir? C'est une question, oui, c'est une question pertinente. Ça touche à la psychologie de la rareté, de l'effort, l'idée que ce qui est dur à avoir est plus précieux. Mais on pourrait aussi, tiens, on pourrait relier ça à l'injonction même du titre, Be Good to Yourself. Ah oui, c'est intéressant ça. Comment? Comment on applique ce conseil « Soyez bon envers vous-même » face à ces frustrations numériques? Est-ce qu'il faut voir cette limite comme un échec personnel dans sa recherche de savoir et s'acharner, chercher par tous les moyens? Ou alors, Ou alors, est-ce que être bon envers soi-même, ça veut aussi dire accepter les limites, reconnaître qu'on ne peut pas tout lire, tout savoir, tout de suite, et gérer cette frustration sans se laisser déborder? c'est une perspective fascinante, oui. Comment cet impératif de prendre soin de soi s'applique à nos stratégies de recherche d'infos et à notre façon de gérer les obstacles qu'on rencontre. Mhm. Est-ce que ça veut dire savoir quand lâcher l'affaire, quand abandonner une piste, ou au contraire, trouver des moyens plus sains ou plus malins pour accéder à ce qu'on cherche, comme privilégier les bibliothèques par exemple? Voilà une excellente question ouverte, qui dépasse largement le cadre de cette simple page Google Books, évidemment, mais que cette page, justement par ses limites, nous invite à nous poser. Oui. Comment on navigue dans cet océan d'informations et de frustration, sans y perdre notre sérénité? Peut-être que be good to yourself, dans ce contexte, ça veut dire développer une forme de sagesse informationnelle, savoir chercher efficacement, oui, mais aussi savoir renoncer ou temporiser. Une très belle piste de réflexion pour terminer. Notre exploration d'aujourd'hui, elle était donc résolument méta, moins sur le contenu potentiel d'un livre, Qu'on n'a pas vu. exactement, que sur la manière dont une plateforme numérique nous le présente, nous y donne accès, et puis nous en bloque l'accès. En espérant que cette analyse de la vitrine, faute d'avoir pu visiter l'intérieur du magasin, ait pu éclairer un peu certains mécanismes de l'accès à l'information aujourd'hui, et que ça fasse écho peut-être à vos propres expériences de navigation dans le savoir numérique. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie.